Bonsoir. Vous faites bien d'être sur Business 24 Africa. Vous suivez Intelligence économique. Votre émission qui décrypte pour vous la veille stratégique, les enjeux cachés du monde politique, du monde économique, du monde de la finance, du monde diplomatique. Dans ce numéro d'Intelligence économique, nous parlerons d'un sujet qui fait une montée timide, mais une montée certaine ici en Afrique. Nous parlerons de monnaie numérique, notamment la crypto-monnaie. Il y a quelques années, les Africains regardaient la crypto-monnaie de loin, mais depuis quelques semaines, un pays, la Centrafrique, a décidé de se doter d'une crypto-monnaie. Et depuis, l'intérêt des puissances, l'intérêt des leaders, des dirigeants politiques et des chefs d'entreprise s'est attisé sur cette monnaie numérique. Dans ce numéro, nous en parlons. Un numéro qui se veut assez pédagogique, didactique, pour mieux expliquer ce qu'est la crypto-monnaie. Merci et soyez des nôtres, c'est tout de suite. De retour sur le plateau crypto-monnaie en Afrique, la monnaie du futur, avec un point d'interrogation entre fantasme et réalité. Nous en parlons dans ce numéro d'Intelligence économique. 4 invités sur le plateau, tous passionnés et experts de la crypto-monnaie. Nous sommes avec M. Fofana Lansina. Bonsoir. Bonsoir, M. Sibaï. Je rappelle que vous êtes expert en blockchain, oui, et CEO de l'entreprise Biwari. Effectivement. Merci d'être avec nous. Merci à vous. À côté de M. Fofana Lansina, il y a M. Arnaud Herman Nyamke. Bonsoir. Bonsoir, M. Sibaï. Vous êtes un passionné de la crypto-monnaie et vous avez même décidé d'y investir. Exactement. Vous êtes le fondateur de la Crypto Market Côte d'Ivoire. Exactement. Qui est une entreprise spécialisée dans l'échange de la monnaie électronique et de la crypto-monnaie. C'est en plein dans le sujet, nous en parlerons tout à l'heure. Et puis également M. Bella Émile Kwaku. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes consultant en développement international. Et spécialiste en coopération au développement. Et spécialiste en coopération au développement. Ouais. Et vous êtes aussi un passionné de la crypto-monnaie. C'est cela. Et puis à côté de vous, M. Alain Kouadi, bonsoir. Bonsoir, M. Jean-Charles Sibaï. Vous êtes doctorant en géographie et consultant en développement. Effectivement. Eh bien, chers invités, merci d'être sur notre plateau. Alors, M. Nyamke. Oui. La crypto-monnaie, c'est nouveau. On entend parler, beaucoup de fantasmes autour. On comprend moins les réalités de cette crypto-monnaie. La crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Alors, par monnaie virtuelle, naturellement, c'est une monnaie qui est 100% électronique. À la différence... Est-ce qu'on doit comprendre que c'est une monnaie numérique, donc une monnaie uniquement sur Internet? Oui. Pourquoi nous le disons? Parce que, à la différence, des monnaies qui existent, la crypto-monnaie n'a pas de billets ni de pièces matérialisées. Donc, elle est 100% électronique, 100% virtuelle. En tout cas pour l'heure. D'accord. Monsieur Fofana, par exemple, pour novices, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la crypto-monnaie? Effectivement, comme ce soir... Pour un novice, je sais que vous êtes des spécialistes, oui, mais la discipline est nouvelle. Pour un novice, c'est quoi la crypto-monnaie? Dans ce cas, on ne va pas utiliser peut-être de thèmes techniques pour que le maximum de personnes puissent comprendre. Il a dit tout à l'heure, la crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation centralisée comme les banques centrales qu'on connaît. Par exemple, le franc CFA avec la BCAO ou bien l'euro avec la BCE. Mais cette crypto-monnaie tourne avec une technologie appelée la blockchain. En fait, la blockchain est tout simplement une base de données. Mais à la différence des autres bases de données, cette fois-ci, cette base de données est dupliquée des milliers de fois. Dans quel but? Dans le but que personne ne puisse modifier cette base de données tout seul. D'accord. Monsieur Fana, nous y reviendrons. Ce que je veux savoir, donc la crypto-monnaie, on sait que normalement la monnaie est dirigée par une banque centrale. Oui. Et puis on a nos banques qui sont là dans les quartiers et les banques commerciales. On se rend dans ces banques commerciales pour avoir l'argent. Et avec la crypto-monnaie, c'est comment? On n'a pas l'argent physique, on a l'argent comment? Ben, on a l'argent électronique. Comme il le disait, vous ne verrez jamais
de crypto-monnaies physiques en circulation. Mais avant de rentrer peut-être dans les détails, il faut voir la fonction première d'une banque centrale. En fait, c'est la banque centrale qui garantit la confiance en la monnaie. Par exemple, dans notre espace de l'UEMOA, c'est la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est le tiers qui garantit les transactions, donc qui garantit la monnaie. Et dans le cas de la crypto-monnaie, est-ce qu'il y a une banque centrale? Il n'y a pas de banque centrale, mais ici, il faut qu'on introduise l'aspect de confiance. Parce que dans tous les actes de tous les jours, à un moment donné, obligatoirement, vous allez devoir faire confiance à un tiers. Ici, quand on prend l'exemple de la BCAO, nous tous, par rapport à notre système monétaire, on est obligés, nous tous, de faire confiance à la BCAO. Mais ici, la BCAO, je peux dire, n'est pas démocratique parce que c'est elle qui décide de la politique monétaire, par exemple. Contrairement à la blockchain, qui, cette fois-ci, a décentralisé cette décision. Elle n'est pas détenue par un groupe de personnes ou une personne. Donc, tous ceux qui possèdent une crypto-monnaie ont donc un pouvoir de décision sur la politique monétaire, peut-être le nombre de... Par exemple, on voit que régulièrement la BCAO injecte, par exemple, de nouveaux capitaux dans l'économie. Mais avec la crypto-monnaie, tous ceux qui participent à ce réseau-là ont un droit de décision sur peut-être l'émission des monnaies, par exemple. Quand on prend l'exemple de la première crypto-monnaie, l'émission se fait chaque 10 minutes, par exemple. Donc, cette règle d'émission de chaque 10 minutes ne peut pas être changée par la décision peut-être de M. Fofana. Mais il faut qu'au moins 51% de ceux qui sécurisent le réseau décident de changer quelque chose dans la blockchain, sinon ça ne passera pas. D'accord. Alors, M. Bella Émile Kwaku, j'ai à ma possession 100 000 francs CFA. Et je vais transformer mes 100 000 francs CFA en crypto-monnaie. Qu'est-ce que je fais? Très bien. Dans la forme dans cette approche-là qui est développée, ce qu'il faut comprendre, c'est un mot essentiel, c'est la confiance. Vous avez parlé de 100 000 francs CFA. Moi, je vais prendre un exemple, par exemple, plus spécifique, qui est la pomme, par exemple. Donc, remplaçons les 100 000 francs par une pomme. Vous avez une pomme que vous voulez échanger. Vous arrivez sur le marché, vous vous présentez devant quelqu'un. Ce que vous avez fait dans l'économie ou dans la finance traditionnelle, vous avez la possibilité, parce que vous voyez la personne, vous allez vers une banque, vous voyez la personne, vous pouvez facilement lui donner la pomme et puis la personne récupère ça. Sauf que nous sommes dans une situation où, ici, vous allez sectionner cette pomme-là en différentes parts. Et donc, ces parts-là, vous allez essayer de pouvoir les mettre en vente de sorte à pouvoir échanger. C'est pourquoi monsieur a parlé tout à l'heure de confiance. Donc, la crypto-monnaie va s'appuyer sur la technologie donc, de blockchain qui définit, du moins, qui exige qu'il y ait une confiance qui soit établie au système qui est établi, du moins en l'outil qui est établi, donc qui est la blockchain. Et donc, pour pouvoir, je vais dire, échanger cette monnaie-là, vous allez pouvoir investir dans ces actifs, ce qu'on appelle les actifs. Il faut acheter des parts d'actifs. Ces actifs-là, donc j'ai 100 000 francs CFA et je vais acheter des actifs. Les actifs, ouais. Donc, comment je fais? C'est via quel canal? Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve au niveau électronique. Et vous avez donc, les outils, je veux dire, les cartes, les Mastercard, les outils électroniques traditionnels, les cartes Visa que vous allez acheter, donc qui vont vous permettre de pouvoir ingérer, faire des achats en ligne. Donc, les 100 000, je crédite ma carte Visa. Exactement. Et puis donc vous investissez, vous achetez des parts au niveau en ligne et puis vous avez pouvoir, puisque la transaction, on l'a dit, se fait en ligne et donc puisque la transaction se fait en ligne, il faut avoir des outils. Vous ne pouvez pas prendre les 100 000 francs CFA pour acheter. Oui. Donc vous pouvez physiquement, donc vous avez besoin de pouvoir mettre cet argent-là sur une plateforme donc qui vous permet de faire des transactions en ligne et donc c'est cette transaction-là, je veux dire, c'est cette plateforme-là qui est utilisée. Donc on a besoin des cartes, des Mastercard, des Visa cards qui vont vous permettre de pouvoir faire vos transactions en ligne. Donc en un mot, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette forme-là, je veux dire, dans ce nouveau monde, cette nouvelle manière d'échanger, il faut d'abord avoir un élément qui est essentiel. Il faut d'abord avoir confiance en un système qui est la blockchain
blockchain. Et donc, c'est ce système-là, je veux dire, cet appareil, donc ce logiciel qui va vous permettre de pouvoir, en quelque sorte, échanger librement dans tout le processus. D'accord, monsieur, mais là, vous avez la parole. Hein. On sait que dans l'économie réelle, on a placé la confiance dans la banque centrale. En ce qui concerne la crypto-monnaie, on place la confiance dans la blockchain. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel créé par des gens qui sécurisent. C'est bien ça? C'est ça. Donc, c'est comme l'a dit, la blockchain, l'échange à partir des crypto-monnaies va s'appuyer sur cette technologie-là, donc la blockchain, et qui a été créée, qui a été mise en place pour pouvoir faciliter ces échanges-là. Et la particularité, c'est quoi? Puisque nous sommes dans le virtuel et qu'on doit faire des échanges, il faut avoir une manière de pouvoir sécuriser ces échanges-là. Donc, cette technologie va venir et puis apporter des éléments pour sécuriser ces transactions. Mais pourquoi avoir confiance en la blockchain? Je veux dire, c'est un individu qui crée la blockchain. Et là, moi, je mets toute ma confiance dans un logiciel. Hein. Monsieur Fofana, peut-être qu'on va passer... Pourquoi mettre la confiance dans un logiciel quand je ne mets pas la confiance dans une banque centrale? C'est ça. On va passer peut-être par un exemple concret. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez parlé du mot confiance. Ici, un tiers de confiance pourrait être un notaire avec qui on fait des actes qui sont consignés dans un document. Mais au fil du temps, qu'est-ce qui prouve que le contenu du document ne va pas évoluer? Voilà la question. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est faillible. C'est sûr que, comme on le dit, tout le monde a son prix. Donc, cette faille humaine-là, aujourd'hui, on a décidé de donner la confiance en la technologie. En faisant quoi exactement? Je prends le cas d'un comptable qui, lui, son travail principal est de faire des écritures comptables. Mais généralement, la fraude comptable arrive lorsque le comptable peut-être déchire une feuille et puis réécrit ce qu'il avait écrit avant. Tout simplement parce que c'est lui seul, c'est à lui seul appartient le livre comptable en question. Mais imaginez un instant que le directeur de l'entreprise ait mis en place un système de telle sorte que quand le comptable écrit que nous avons fait une dépense de $10, cette écriture est démultipliée par 10 000. Mais écrit dans des registres que même le comptable n'est pas au courant. Vous voyez clairement que si le comptable modifie cette écriture, étant donné qu'il n'a pas la possibilité de modifier les autres écritures dans les autres livres, en cas de contrôle, on va juste comparer les livres et voir clairement que c'est ce livre-là qui n'est pas vrai et que les autres, qui ont la majorité d'écritures, c'est eux qui sont vrais. Donc c'est comme ça que fonctionne la blockchain. Avec Bitcoin, par exemple, le contrat de départ qui a permis la création, par exemple, de Bitcoin, a dit que à terme, Bitcoin ne va pas dépasser 21 millions de pièces. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, on a plus de 10 000 nœuds, les nœuds, ce sont les livres, comme les livres comptables, pour faire simple. Voilà. Donc, ces 10 000 nœuds-là, aujourd'hui, ont inscrit en leur sein ces 21 millions. Donc, même le créateur qui a émis ce logiciel n'a même plus la possibilité de modifier ce chiffre. Parce que le contrôle est collectif. Justement. Donc, il faut au moins 51% des détenteurs de ce livre-là pour modifier une information. Pour qu'une modification, disons, soit valide dans la blockchain. Alors monsieur Alain Kouadio, pour vous, hein, c'est une confiance. Oui, la blockchain. C'est une confiance et je veux étayer son argument par une définition très simple de la crypto-monnaie. Vous voyez, la crypto-monnaie, c'est un concept qu'on peut diviser en deux mots. Il y a cryptos, qui est un mot grec, qui signifie ce qui est caché. Et puis il y a la monnaie qu'on connaît. Donc, on sait que la monnaie, c'est un bien qui permet d'effectuer des échanges. Donc, qu'est-ce que la combinaison de ces deux sous-mots va donner? La crypto-monnaie peut se définir comme une monnaie numérique qui circule en dehors du système des banques centrales et qui fonctionne à partir d'un système de cryptage, c'est-à-dire qu'il y a un système qui est sécurisé, un système qui est caché, un système qui est fiable.
Parce que derrière, il y a la blockchain comme il vient de le développer. Et quand vous analysez bien l'histoire de la crypto-monnaie, vous comprenez que la crypto-monnaie, son avènement est la conséquence du développement technologique. Parce que regardez l'histoire de la monnaie. Au demeurant, c'était les trocs. Après, nous sommes arrivés à la monnaie métallique qui se fabriquait avec de l'argent et de l'or. Mais suite à la Première Guerre mondiale, les différentes conséquences socio-économiques qui en ont découlé, et les gens estimé qu'il fallait trouver d'autres moyens. Donc c'est ainsi que de façon crescendo de la monnaie numérique, nous sommes arrivés à la monnaie fiduciaire et aujourd'hui on parle de monnaie électronique, crypto-monnaie. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la question pour dire que c'est un système, c'est un système qui est garanti, comme il l'a si bien dit, comme il l'a si bien étayé. Alors, M. Kwaku, la question que je veux poser, donc on voit que la blockchain, qui est le tiers qui fait la garantie de cette monnaie, mais est-ce que la crypto-monnaie n'échappe pas aux États? Oui, ça c'est la question fondamentale qui est posée, surtout dans le contexte africain. Je le dis parce que quand vous voyez, prenez des États d'Afrique, notamment du Maghreb, comme l'Algérie, le Maroc, qui sont des États qui sont plus ou moins réticents à la crypto-monnaie, c'est l'argument de base qui est développé que il n'y a pas de législation sur le plan continental, il n'y a pas de législation proprement dit qui permet, qui sécurise le cas de développement des activités avec la crypto-monnaie. Donc effectivement, on peut penser qu'il y a un manque de contrôle, ou du moins ça échappe au contrôle de façon régulière. Et c'est donc ce qui justifie la crainte que certains pays développent. Par contre, même s'il faut comprendre peut-être cet argument, il y a de quoi aussi à s'interroger parce que c'est une réticence plus ou moins mal appréciée de mon point de vue. Parce qu'au départ, en 2000, quand on prenait les années 2000 en Afrique, avec l'avènement de l'Internet, c'était les mêmes craintes qui étaient développées. Et les gens avec cette crainte, comme quoi les activités qui allaient se développer sur l'Internet, ça échappait au contrôle. Mais au bout d'un moment, tout le monde a été obligé dedans. Ils ont pu circonscrire ça. Voilà. Aujourd'hui, en Afrique, quand vous prenez des pays, les plus puissants pays qui ont adopté la crypto-monnaie, prenez l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria. Le Nigeria, en 2021, pour la seule année 2021, a fait une transaction un nombre d'utilisation de 13 millions d'habitants. Donc du coup, vous voyez que le Nigeria s'est retrouvé aujourd'hui dans l'ordre, les États-Unis, l'Inde, le Nigeria se retrouvent donc à 3e position. Ce qui représente, la transaction du Nigeria représente 8% du taux de transaction mondiale de crypto-monnaies. Pour dire que il y a de la crainte qui est exprimée, qui est plus ou moins justifiée, parce que comme je l'ai dit d'entrée, il n'y a pas de législation, mais cette crainte-là, de mon point de vue, n'est pas forcément bien fondée. C'est pour cette raison que certaines structures comme la Banque africaine de développement, par exemple, essaient de développer la connaissance, parce que c'est dire qu'au bout d'un moment, quoi qu'il advienne, la technologie ayant évolué, on va tous s'y conformer, et donc il est mieux plutôt que de développer de l'inquiétude, de la crainte, il faut plutôt enseigner, il faut plutôt montrer aux gens comment est-ce que ça fonctionne et puis comment s'adapter. Donc on peut comprendre ça de cette façon, mais il y a encore de quoi apprendre et puis à s'intéresser. Ok, M. Nyamke, donc je reviens à mes 100 000 francs CFA que j'ai transformés en crypto-actifs. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire avec la crypto-monnaie? Je l'ai numériquement sur Internet. Je sais qu'il y a la blockchain qui me garantit que ça sera protégé. Qu'est-ce que je peux en faire? Alors, vous avez deux choix. Le premier choix, comme je le disais en introduction, la crypto-monnaie, c'est un moyen de paiement. Donc, vos 100 000 convertis en crypto-monnaie que vous avez dans votre portefeuille virtuel, merci. Alors, vous pouvez les utiliser pour effectuer des achats en ligne sur, bien sûr, des plateformes ou des sites qui acceptent, par exemple, la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Par le passé, je le faisais avec ma Mastercard, par exemple. Alors, non, je peux faire la même chose avec la crypto-monnaie? Oui, aujourd'hui, on a une multitude de plateformes et de sites web qui acceptent la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Donc, vous pouvez utiliser vos cryptos comme moyen de paiement. Mais pourquoi passer par la crypto-monnaie quand je sais qu'il y a des cartes électroniques que je peux utiliser? Alors, c'est là que ça devient intéressant. Parce que vous voyez, avec le système classique, c'est-à-dire avec les autres moyens de paiement, où vous pouvez peut-être encaisser des frais allant peut-être de 5 à 15%, avec la crypto-monnaie, les frais sont presque quasi inexistants
ou bien souvent même à 1%. Effectivement. J'ai comme l'impression que la crypto-monnaie élimine les intermédiaires. Exactement. D'accord. Justement, l'un des principes de fonctionnement de la blockchain, c'est que ce soit de pair à pair. Comme on l'a dit dans la définition, il n'y a pas d'organe central. Parce qu'en réalité, quand vous faites une transaction, quand vous faites un virement bancaire de votre compte vers un autre compte, ce n'est pas vous en réalité qui faites le virement. Vous donnez ordre à la banque de débiter votre compte et de créditer un autre compte. Exactement. De votre correspondant, par exemple. Donc, cette action, naturellement, va engendrer des frais. Tout à fait. Alors que si la transaction peut-être se faisait directement de votre compte vers le compte du destinataire, vous voyez que vous aurez éliminé au moins les frais du banquier que vous devez payer. Donc ça, c'est réellement l'un des avantages significatifs de l'utilisation des crypto-monnaies. Clairement, aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, l'habitude d'envoyer l'argent de la diaspora vers l'Afrique, nous savons quelle place occupent ces envois d'argent dans notre économie. Et aujourd'hui, je peux dire l'un des plus gros freins, c'est les frais. Tout à fait. De 5 à 15%, comme il le disait. Alors qu'avec la crypto-monnaie aujourd'hui, je vous assure que vous pouvez transférer même 100 millions et payer 500 francs CFA. Oui, de frais. Carrément. Je vais rajouter. Nous sommes en plein dans les avantages. Je vais ajouter un élément rapidement sur les avantages, oui. Puisque c'est vrai qu'on n'a pas abordé le thème d'avantages, mais là nous sommes dans les avantages. Dedans, oui, allons-y. J'aimerais ajouter un élément qui est très fondamental, c'est la célérité avec laquelle les transactions se font. Oui. Premier élément, la célérité. Le deuxième élément, c'est qu'à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, vous avez votre plateforme, vous effectuez votre paiement. Donc voici un peu la spécificité de la chose. Contrairement aux différents modes de paiement qui prennent un peu plus de temps, on sait qu'un virement bancaire va prendre du temps, ça c'est de 1, et puis de 2, c'est coûteux. Mais alors qu'avec la crypto-monnaie, c'est plus facile, c'est plus aisé, et puis peu importe la situation où vous vous trouvez, il vous suffit seulement d'avoir de l'internet, et puis vous pouvez effectuer votre transaction. Monsieur Bella Kwaku, autre avantage de la crypto-monnaie? Oui, pour nous, moi je suis professionnel de développement. Pour nous, on essaie de voir ça sous cet angle-là. Et tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de la Banque africaine de développement. En 2019, la banque a publié un rapport intitulé Blockchain, tendances et opportunités. Pour dire qu'il y a plusieurs aspects qui sont abordés, mais il y a plusieurs opportunités qui sont considérées. Donc, dans le monde, dans le secteur du développement, de l'aide au développement, ce qui est considéré comme élément fondamental, c'est de voir dans quelle mesure l'utilisation de cette monnaie virtuelle peut permettre de faciliter des transactions et de pouvoir, bien évidemment, écouler facilement, apporter facilement des solutions aux problèmes des populations. Donc, il y a cet élément-là qui est considéré. Autre chose qui explique pourquoi est-ce que la crypto-monnaie présente des avantages énormes, en tout cas pour l'Afrique, c'est que il y a un taux de bancarisation qui est très faible. Oui, et exactement. Le taux de bancarisation étant très faible, ce qui va faciliter la transaction au niveau du continent à partir de cette monnaie-là, c'est le fait qu'on n'aura plus besoin nécessairement d'avoir un compte bancaire, même si on a dit tout à l'heure qu'il faut avoir une carte prépayée, une carte Visa, mais on n'aura pas nécessairement d'avoir un compte bancaire. Sauf qu'il y a aussi, là, en ce moment-là, il y a aussi des éléments qu'il faut considérer. Il y a d'autres revers. Il y a le fait le taux de pénétration d'Internet, la possibilité des gens d'acheter des données mobiles pour pouvoir se connecter. Certaines contraintes. Donc ça vient avec aussi ces contraintes. Et donc il faut voir ça. Et si on a perçu ça de cette façon et que les solutions sont apportées, aujourd'hui les fournisseurs mobiles sont en train de la téléphonie mobile sont en train de développer leur approche de sorte à pouvoir étendre la couverture d'accès à Internet. Et si cela est fait, vous voyez qu'au bout d'un moment, tout le monde pourra donc avoir facilement accès à l'Internet et donc facilement tout le monde pourra avoir la possibilité de pouvoir faire des transactions à partir de ce moment-là. Monsieur a parlé tout à l'heure des transactions, ce que nous appelle les investissements directs étrangers. Donc dans ce domaine-là également, la crypto-monnaie présente un avantage énorme dans ce sens que ça va faciliter le transfert des capitaux, les transferts de l'argent d'un autre pays, des pays développés la plupart du temps, vers les pays africains. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a un avantage énorme au niveau de l'accès des populations, de la facilité pour les populations
populations de pouvoir faire des transactions, il y a aussi un avantage énorme. Et puis au niveau des acteurs du développement, sur les institutions de développement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et autres institutions de coopération au développement, il y a aussi un avantage qui se retrouve là. Donc, je reviens à mes 100 000. Donc, avec mes 100 000, j'ai la crypto-monnaie. Donc, je peux faire des achats. D'accord. Je peux faire quoi d'autre? Est-ce que je peux spéculer avec mes 100 000? Oui. Je disais tantôt, lorsque vous m'avez bien sûr posé la question, avec les 100 000, ce que vous pouvez faire, je disais tantôt que vous avez deux choix. J'ai déjà éclairci le premier choix, c'est-à-dire utiliser vos cryptos comme un moyen de paiement. Et le deuxième choix, justement, c'est de jouer sur l'aspect spéculatif. Mais là encore, même avant de s'aventurer, je veux dire, sur l'aspect spéculatif des cryptos, il faut pouvoir comprendre réellement la chose. Il faut pouvoir la maîtriser. Effectivement. Il faut pouvoir... Excusez-moi, M. Nyamke, vous avez investi dans la crypto-monnaie. Vous avez même une société, Crypto Market Côte d'Ivoire. Oui. Avec mes 100 000, j'ai combien de points? C'est les points, on dit? Non, des actifs. Des actifs. Bon, dans avec un terme technique, on parle de tokens. D'accord. Voilà, donc, avec mes 100 000, j'ai combien de tokens? Il a dit tantôt, vous avez à peu près $200. Voilà, pour faciliter les choses, on va parler en devises. Voilà, d'accord. À peu près $200. À peu près $200, mais j'ai $200. Oui. Donc j'ai 200 tokens, c'est comme ça on dit? Non. $200 me donne droit à combien de tokens? Bon, moi je préfère aller sur des exemples. Oui. Sachez que d'abord, n'oublions pas la technologie de la blockchain qui, elle, permet de garantir une transaction sans pour autant qu'il y ait un tiers de confiance humain. Je pense que c'est la base. Oui. Maintenant, sur cette base, en fait, on va venir maintenant transposer les cas de figure que nous rencontrons dans la vie réelle. Vous avez une entreprise, par exemple, vous voulez lever des fonds. En réalité, vous avez la possibilité de tokeniser votre entreprise. C'est-à-dire quoi? Au lieu de lancer des actions comme on le fait peut-être à la BRVM, à la bourse, vous pouvez dire que je mets en vente 50% de mon entreprise. Mais les 50% vont représenter 1 milliard de pièces. Exactement. Donc vous allez décider la valeur unitaire. Donc une pièce représentant peut-être une fraction des 50% de votre entreprise peut être valorisée peut-être à 1 franc CFA. Parce que vous avez l'objectif de lever 1 milliard de francs CFA. Donc, dans ce cas bien précis, pour quelqu'un qui va peut-être sur la plateforme Crypto Market, qui propose à la vente ces 1 milliard de pièces, va d'abord peut-être recharger son compte Mobile Money, ce qui est possible aussi, ou bien sa carte Visa. Donc là, maintenant, avec les 100 000 francs, vos 100 000 francs, vont pouvoir acheter alors 100 000 pièces de 1 milliard. Déjà, pour l'offre de départ. Mais comme nous sommes sur un marché de l'offre et la demande, naturellement, quand l'offre, quand il y a beaucoup de demandes sur le marché, naturellement, le prix de l'action que vous avez mis va augmenter. Dans le cas contraire aussi, quand il y a trop de ventes, par exemple, le prix aussi va chuter. Donc, ça, c'est véritablement... Donc j'ai mes pièces. Oui. Donc, ces pièces-là, toutes mes pièces me font 100 000. Oui. Mais je peux les vendre un peu plus si vous à voulez, quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a plus. Donc je spécule. La spéculation. Selon les tendances du marché, selon les fluctuations. Ça veut dire que ça peut monter comme descendre. C'est ça. Effectivement. Voilà pourquoi l'aspect important alors, avant d'investir dans une crypto-monnaie, c'est de regarder le projet sous-jacent. Parce que dans ce cas bien précis, avant d'acheter vos actions, je vais devoir regarder le bilan de votre entreprise pour voir est-ce que vous avez un très bon bilan. C'est la même chose qu'en bourse. On n'investit pas dans une entreprise parce que quelqu'un nous l'a recommandé. On va regarder les actifs et les passifs, le bilan, l'historique de l'entreprise. Est-ce qu'elle est performante? Est-ce que ce qu'ils promettent, c'est quelque chose qui est réalisable? Est-ce qu'elle est résiliente? Bon, voilà. Parce que la technologie évolue. Donc, merci, M. Kwaku. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'à la base, on l'a défini longuement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qui est important de comprendre, c'est que fondamentalement, il ne faudrait pas regarder l'aspect spéculatif intervient un peu plus tard. Oui. Et aujourd'hui, vous entendrez parler de certaines personnes qui
à tort ou à raison, je dis à tort ou à raison parce que certaines personnes ont certainement investi et puis s'en sont sortis à pète. Et donc, certainement, il y a des raisons qui le justifient. Mais certaines personnes attribuent ou du moins qualifient la crypto-monnaie d'arnaque, ainsi de suite, simplement parce que ces personnes-là ont regardé l'aspect spéculatif en un premier temps. Et donc, quand vous investissez, vous achetez des parts, bon, on est dans le cas de la bourse par exemple, vous achetez des parts, et puis au bout d'un moment, l'offre ayant été beaucoup plus élevée et que la demande, et que ça chute, à partir de ce moment-là, il y a de fortes chances que vous perdez. Donc, quand vous perdez, bon, évidemment, vous avez investi peut-être 1 ou 2, 3 millions dans l'intention d'avoir peut-être un peu plus, avec le pourcentage qui l'accompagne, avoir peut-être un peu plus de 3, 4 millions, 5 millions. Et puis vous vous rendez compte que ça chutait, donc vous avez perdu une bonne partie. Et donc vous dites, ah bah écoute, là c'est de l'arnaque, on m'a arnaqué, j'ai investi de l'argent et puis j'ai perdu. J'ai vu un influenceur ivoirien qui récemment a fait une vidéo et qui expliquait combien est-ce qu'il a perdu. Il a investi près de 4000 euros et qui s'est retrouvé pratiquement où il était au moment où il faisait la vidéo. En tout cas, il était autour de 100 euros. Il a estimé que c'était effectivement de l'arnaque et tout ce qui est là. Bon, il a ses raisons parce qu'il a justifié avec ses éléments, mais je me rends compte qu'il a beaucoup plus mis l'accent sur l'aspect spéculatif. Donc, ce que nous on dit, en tout cas sur le plateau ici, c'est que la technologie qui a été développée, c'est d'abord pour faciliter les échanges. Oui. Et à partir de là, il y a plusieurs autres choses qui vont venir s'arrimer, donc l'aspect spéculatif, parce que ça vous permet de gagner de l'argent. Mais on ne regarde pas déjà de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai pris le cas spécifique, puisque moi, c'est mon domaine, dans le domaine de la coopération au développement, voir comment est-ce que les acteurs au développement utilisent cet outil-là pour pouvoir se lancer dans il est important de noter, que plusieurs s'engagent dans des activités sans avoir les bases informatives. Aujourd'hui, il y a des spécialistes qui sont sur ce plateau. Je pense que c'est l'occasion pour eux de donner ne serait-ce que quelques rudiments pour investir dans la crypto-monnaie. J'en ai entendu parler. Je sais que c'est une monnaie qui évolue avec la technologie et nul ne peut vivre sans la technologie. Comment est-ce que je m'y prends? Je pense qu'il faut se former. Raison pour laquelle cette émission a un caractère informatif. C'est ce que j'aimerais ajouter sur la question. D'accord, oui, M. Fofana. En fait, je voulais d'abord rebondir sur ce qu'il disait. Effectivement, une technologie n'a de sens que par son utilité. Yes. Aujourd'hui, si Internet ne nous permettait pas de pouvoir appeler facilement et à moindre coût, je ne pense pas qu'on utiliserait les applications comme WhatsApp. Donc, toujours, moi j'aime qu'on revienne à la base. Il parlait des acteurs, quel est l'impact quel impact peut avoir cette technologie réellement dans le cas africain. Il a dit aujourd'hui, on a une population à 70% non bancarisée. Donc ça veut dire qu'il y a 70% de la population africaine qui n'ont pas accès aux services financiers, tels que des épargnes, ou bien même des DAT ou bien des prêts. Mais je vous dis que le premier frein à ça, c'est la documentation. Okay. Moi j'ai été surpris quand l'ONESI a fait, après les recensements, son point. Je sais qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, nous sommes autour de 25 millions d'habitants, mais il y a 5 millions de pièces d'identité qui ont été données. Donc vous voyez les cas, alors que sans pièces d'identité, vous ne pouvez pas déjà ouvrir de compte. Donc ça veut dire que tout est fermé. Avec la blockchain aujourd'hui, c'est vrai, c'est une nouvelle technologie. On découvre chaque jour. On n'a pas besoin de pièces administratives. Justement. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle l'aspect de responsabilité. Vous aujourd'hui, l'opérateur de téléphonie chez qui vous avez votre compte mobile money peut décider de façon arbitraire de bloquer votre compte pour des vérifications. On est d'accord? Parce qu'en réalité, techniquement, ce n'est pas vous qui gérez votre compte. C'est eux. Avec la blockchain. Avec la blockchain, vous avez la possibilité d'être entièrement votre banque. D'accord. Donc, dans ce cas-là, vous êtes responsable parce qu'en cas de perte de mot de passe, oui, votre argent aussi est perdu. Hein? Avec la blockchain? Oui. Parce qu'il faut connaître son mot de passe. Bien sûr. Et puis ne pas donner son mot de passe à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on parle plutôt, à ce niveau-là, on parle même de phrases de passe.
de sorte que ça puisse vous rester dans la tête. Et à côté de ça, il y a un élément essentiel, on en parle de l'identité, il y a un élément essentiel pour les spécialistes dans le domaine qui est en train, en cas d'être développé, ou en cas sur lequel les gens mettent l'accent, c'est la certification de l'identité. On travaille à certifier l'identité parce que c'est très facile de dire, bon, écoutez, nous sommes en ligne, nous sommes dans le virtuel, donc je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas, je ne sais pas qui est derrière, mais en même temps, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui le fait. Et il faut certifier l'identité de cette personne. Et ce travail n'ayant pas été fait, c'est pour ça que certains pays, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, qui donc sont réticents à cette technologie, ont raison de le faire. Parce que la technologie n'ayant pas été, l'identité de la personne derrière n'ayant pas été certifiée, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Le blanchiment, par exemple. Et puis le financement du terrorisme. Le financement du terrorisme. Les activités illicites. On ne sait pas qui est derrière. Au contraire, moi je dirais, la blockchain est plus transparente que n'importe quel système financier ayant existé. Non, parce puisqu'on n'identifie pas la personne qui est derrière, comment peut-elle être transparente? Prenons le cas du système traditionnel. Est-ce que, généralement, pour retracer les fonds, c'est très compliqué. Aujourd'hui, peut-être, je peux dire, une banque qui existe depuis 20 ans, est-ce qu'avec précision, on peut retracer toutes les activités financières de cette banque? Rares sont les banques. Je suppose que oui. Non, je vous assure que si la BCAO fait une audit depuis la création, parce que la digitalisation est venue bien après. Oui. Donc, pendant que nous étions encore dans des papyrus, je vous assure qu'il y a beaucoup de problèmes qu'ils vont découvrir. Alors qu'avec la blockchain, par exemple, quand on prend le cas de Bitcoin, qui a été créé en 2008, depuis 2008, toutes les transactions qui sont effectuées sur la blockchain sont visibles par tout le monde. À tel point qu'aujourd'hui, si il y a une traçabilité claire et immuable surtout. Okay. Et immuable parce que en réalité aujourd'hui les terroristes, on ne peut pas les effacer. Justement, le terrorisme existait avant les crypto-monnaies. Mais comment ils arrivaient à passer par les mailles? Via des comptes offshore et autres. Donc ce système opaque déjà, on ne leur jette pas la pierre. Mais bon, la lourdeur administrative bancaire déjà empêchait un certain nombre d'investigations dans ce sens-là. Pourtant, aujourd'hui, je vous assure que dernièrement, il y a un rapport très sérieux qui est apparu pour dire que dans les crypto-monnaies, il y a à peine 1% qui sont utilisés pour des trucs illicites. Mais ce que je voulais préciser est que aujourd'hui, vous avez, si des crypto-monnaies sont utilisées pour faire du blanchiment d'argent ou arnaquer des personnes, c'est sûr et certain qu'on pourra le retracer clairement. D'accord. Vous êtes vraiment un défenseur de la crypto-monnaie, M. Nyamké. Oui. Une question. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont une expérience malheureuse du placement d'argent. Exactement. Tu investis 1 million, en 3 mois, je te donne 3 millions. Oui. Est-ce la crypto-monnaie? Je vais répondre tout de suite pour dire non. Alors non, parce que déjà, il y a une grosse confusion, mais énorme confusion entre les systèmes mis en place pour, je vais dire, par ces individus mal intentionnés pour anarquer les populations et la crypto-monnaie elle-même en tant que moyen de paiement. Vous savez, je vais prendre un exemple simple. Un individu tierce met en place un système en ligne ou bien il met en place un business où il utilise par exemple le mobile money ou bien même l'argent physique comme moyen de paiement pour adhérer à son business. Alors, comme vous avez souligné tout à l'heure, vous venez, vous mettez 1 million, vous avez 3 millions. Prenons le cas simple, c'est-à-dire il n'utilise même pas la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Il dit, venez avec par exemple votre mobile money. À l'époque, en tout cas, c'était de l'argent liquide. Voilà, de l'argent liquide. Alors, vous venez avec cet argent liquide et des mois après, on va dire 3 mois, 6 mois après, l'individu, ou bien je vais dire ce groupe d'individus, disparaît avec votre argent. Alors, vous allez accuser qui? Est-ce que c'est le système, je vais dire, monétaire, ou bien le mobile money, ou bien les billets que vous avez, je vais dire, utilisés pour adhérer à ce business que vous allez accuser, ou bien les personnes qui ont mis en place ce système pour anarquer?
C'est là la différence. En fait, pourquoi les gens aujourd'hui voient aussi la crypto-monnaie un peu comme quelque chose d'anarque? Parce que ces individus qui utilisent la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour adhérer à leur système, ils savent très bien que c'est une nouvelle technologie. Et la population, dans sa majorité, n'est pas assez informée, assez outillée sur ce que c'est que la crypto-monnaie. Et comme la crypto-monnaie possède un aspect spéculatif, alors l'utiliser dans un système qui est mis en place pour anarquer va porter à confusion. D'accord. Donc, sur ce plateau, vous êtes unanime, la crypto-monnaie, ce n'est pas du placement d'argent. Effectivement. Non. Oui, mais moi, je veux préciser quelque chose. Effectivement, on peut venir dans la crypto-monnaie dans l'objectif de gagner de l'argent. Oui. Parce que, comme on le dit, j'ai pris le cas d'une entreprise. Vous n'allez pas acheter les actions d'une entreprise pour qu'elle stagne. Vous achetez des actions d'une entreprise parce que vous croyez au projet, vous savez que ça va prendre de la valeur. Et dans ce cas, demain, vous pourrez faire de la plus-value. Mais les règles aussi de l'investissement sont aussi claires. Il n'y a aucun investissement sans risque. L'un des risques majeurs des crypto-monnaies, c'est que c'est la forte volatilité des prix. D'accord. Et sur ce point, excusez-moi, vous avez la parole, M. Fofana. Oui. Il y a une crypto-monnaie qu'on appelle Luna Oui, qui s'est effondrée. effectivement. Et tous ceux qui ont souscrit sont en larmes. Effectivement. C'est dangereux. Voilà pourquoi je commence déjà en disant, n'investissez jamais tous vos fonds dans la crypto-monnaie. Investissez uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Exactement. On précise toujours ça. Alors, vous Parce êtes en que- train de dire à nos téléspectateurs que la crypto-monnaie, le risque est réel. Hein? Justement. Mais Parce que tous les effectivement, investissements comportent des risques. il y a un principe. Ah, mais là, on te prévient, ne mets pas tout ton Là, argent en parce que réalité, tu peux tout perdre. Voilà, il y a un principe. Est-ce que c'est ça? Ne Il y a- mets pas tout ton argent Justement. parce que tu peux tout perdre. C'est un principe d'investissement qui dit ne mettez pas tous vos œufs Dans le même panier. Ah, ok. Vous comprenez que je crois que ce que M. Fofana, sans toutefois vous couper, ce que M. Fofana essaie d'expliquer, c'est que même si vous avez la possibilité, vous avez l'intention d'investir dans ce domaine-là, dans le domaine de la crypto-monnaie, il faut comprendre qu'il y a des risques éventuels qui l'accompagnent. Et ces risques peuvent être maîtrisés si vous avez une bonne maîtrise de ce que Exactement. de là où vous placez votre argent, de votre domaine d'investissement. Et sinon, il y a lieu de pouvoir s'informer d'abord en un premier temps, mais à défaut de pouvoir au moins voir là où le niveau d'investissement est moins risqué. Et donc, à partir de ce moment-là, vous investissez une partie de ce que vous pensez que... De ce que vous êtes prêt à perdre. De ce que vous êtes prêt à perdre. Mais cela ne veut pas pour autant que l'investissement en tant que tel comporte des, sujets à des risques. Comprenons-nous très bien. Ce que nous faisons sur ce plateau, c'est de pouvoir donner des informations qui sont vraies, de ne pas dire des choses qui ne sont pas forcément objectives. Et ce que nous disons, et c'est pour ça que nous avons développé depuis le début, qu'il y a un élément fondamental qui est à prendre en compte, c'est la confiance. Considérons que nous allons investir, que ce soit dans l'investissement traditionnel qu'on le connaît, ou alors dans l'investissement virtuel, dans le cas de la crypto-monnaie. Nous considérons un principe fondamental qui est la confiance. Nous avons confiance en quoi? Ou bien en qui? Nous avons confiance en un système ou en une technologie qui est développée, qui est la blockchain. La blockchain va nous permettre de pouvoir sécuriser notre investissement. Mais la sécurisation n'est pas forcément à 100%, étant donné qu'il y a aussi d'autres éléments qui sont en ligne de compte. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de certification de l'identité. J'ai parlé aussi on a parlé de formation pour pouvoir maîtriser tous ces éléments. Donc, quand tout ça est pris en compte, évidemment, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir réussir. Mais cela ne veut pas... Avoir beaucoup plus de chances ne veut pas dire que vous n'avez aucune... Il n'y a pas de risque zéro. Moi, Monsieur Fofana. je veux faire une précision Oui. pour dire que, en fait, aujourd'hui, en tant qu'acteur Majeur. blockchain, il faut plutôt voir cette technologie comme une expérimentation encore. Parce que ça fait à peine une dizaine d'années que nous sommes face à cette Oui, technologie. je suis d'accord. Le projet Luna dont vous avez parlé. Qu'est-ce que je fais? Comment je récupère mon argent? Non, pour ceux qui ont suivi, c'est choquant, mais la valeur de la pièce est passée de $100 à, je peux dire, moins d'$1, à 0,0001$, donc pratiquement à zéro. Là, c'est un crash. Mais dans la réalité des faits, vous possédez toujours le nombre de pièces que vous avez. Parce que, on prend, Mais c'est la valeur qui a chuté. justement, le mot actif est très important. Quand vous achetez un terrain,
ou un bien immobilier, c'est un actif que vous avez acquis. Si cet actif-là a perdu sa valeur, ça ne veut pas dire que vous avez perdu l'actif. Voilà, le terrain peut perdre de sa valeur parce que là, on dit que c'est un terrain inondable. Donc c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut plutôt voir le truc en expérimental? Parce que le projet Luna, je vous assure que c'était un projet très solide, très très solide, avec une équipe technique qui avait déjà fait ses preuves. Mais il y avait, je dirais, 1 pour 10 000 chances qu'il y ait un problème technique. Et ce problème technique est arrivé, malheureusement. Voilà. Donc, ce côté expérimental ne doit jamais nous quitter. Voilà pourquoi il y a un principe aussi de l'investissement qui dit plus un investissement est sûr, moins il est rentable. Plus il y a de risques, plus c'est rentable. Ceux qui ont investi dans la crypto-monnaie en 2008 où 1000 bitcoins valaient $1, aujourd'hui, qu'ils ont pu garder jusqu'à aujourd'hui, ben, se frottent les mains. Pour la petite anecdote, il y a 2 ou 3 jours, chaque année en mai, on fait ce qu'on appelle la Pizza Day. La Pizza Day, c'est quoi? C'est la toute première transaction, disons achat avec une crypto-monnaie au monde qui a été faite. Il y a quelqu'un qui a acheté 2 pizzas à 10 000 bitcoins. En son temps, c'était autour de 10-20 $, la valeur de 10 000 bitcoins. Mais aujourd'hui, ça fait des milliards. Vous voyez? Donc, tout investissement a un risque. En tout cas, il faut rester toujours dans la mesure de ce qu'on peut se permettre de perdre. D'accord. Avant de poursuivre très rapidement, est-ce qu'il y a des chiffres? Le marché de la monnaie électronique, effectivement, la monnaie numérique, est-ce qu'il y a des chiffres? Combien? Aujourd'hui, il faut savoir clairement que à ce jour, nous parlons, parce que les chiffres évoluent très vite, il y a plus de 15 000 crypto-monnaies existantes, connues déjà. Et aujourd'hui, la capitalisation globale de tout ce marché tourne autour de 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars, c'est énorme déjà. C'est monstrueux. Avec plus de 44% de ces 3 000 milliards sur le Bitcoin, qui est numéro 1. D'accord. Donc les monnaies, on a le Bitcoin, on a l'Ethereum, l'Ethereum, la Binance Coin, et Luna qui vient de mourir. Qui vient de mourir. Oui, en 2018, il y a une entreprise. Mais le Rwanda aussi vient de créer sa monnaie. En 2018, il y a une entreprise qu'on appelle l'éponyme qui a créé aussi l'Afro, qui est aussi une monnaie électronique. Je crois qu'il y a Esther aussi. En quelque sorte, il y en a plusieurs. Il a parlé tout à l'heure de la Pizza Day. Au Forum économique mondial tout à l'heure, je veux dire, qui est à Davos, en Suisse. Ils ont effectivement initié ça. C'est là, ça veut dire que ça a été débattu et les gens se sont rendus compte que ça va aller avec soi. Je veux dire, ça va suivre le cours du développement de manière générale. Quand je parle de développement, je parle de développement économique dans ce sens-là. Et donc, il faut s'appuyer sur tous ces éléments. C'est-à-dire que ce sont des atouts qui sont présentés, qui sont offerts. Il faut les considérer. Donc, vous voyez que quand à ce genre de grand rassemblement des investisseurs, à ce grand rassemblement de tous les acteurs de développement se retrouvent et puis ils discutent de ces sujets, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui, de vous à moi, présente des risques au point de ne même pas pouvoir s'en intéresser. On va évoluer très rapidement, le temps court. D'accord. Monsieur Alain Kouadio, il y a quelques semaines, la Centrafrique décide de se doter de la crypto-monnaie. Un coup de tonnerre en Afrique centrale. La banque centrale de la région CEMAC ne comprend rien. Les banques commerciales de la Centrafrique sont hésitantes. Quelle analyse faites-vous? Pourquoi un pays africain peut décider de se doter des crypto-monnaies? Merci, c'est une question qui est très pertinente, mais qui relève aussi du politique. Il faut aller un peu dans la genèse des faits. Il faut dire que les relations politico-diplomatiques entre la Centrafrique et la France sont devenues délétères, sont devenues, je dirais, exécrables depuis un moment. Et on a vu la volonté de la Centrafrique d'être émancipée. Et ça, tout le monde le sait. Et on sait aussi qu'aucune émancipation ne peut être possible si vous ne jugez pas d'une souveraineté, je dirais, monétaire. Parce qu'en réalité, la souveraineté d'un pays dépend aussi de sa monnaie. C'est vrai aussi qu'il y a les questions de défense, mais la monnaie est un élément très crucial. Mais bon, c'est un véritable coup de tonnerre. Créer une crypto-monnaie, se départir du franc CFA, c'est un véritable coup de tonnerre. Pourquoi je le dis? Parce que... Mais
est-ce qu'il crée la crypto-monnaie pour se départir du franc CFA? Parce que je sais que... Oui, mais je l'explique. La crypto-monnaie existe. Je l'explique. Je l'explique. Le franc CFA est contrôlé par un système de banque centrale. On sait que nos systèmes financiers, nos marchés financiers sont irrigués par, je dirais, des billets de banque. Ces billets-là ne sont pas imprimés ici. Donc, logiquement, quand on irrigue le système financier, le système monétaire par des billets de banque, ça s'accompagne avec des taux d'intérêt. Donc, plus vous voulez une rallonge budgétaire, le taux d'intérêt augmente. Donc, alors que la crypto-monnaie est en marge du système, je dirais, de banque centrale. Donc, quand vous êtes dans une dynamique de crypto-monnaie, on ne parle plus de taux d'intérêt en réalité. Donc, en réalité, je dirais que c'est une stratégie que la Centrafrique utilise pour sortir de cette maille, pour sortir un peu de ce carcan, de cette zone de franc CFA. Raison pour laquelle ça crée un tollé général. Raison pour laquelle on demande beaucoup plus d'explications de la part des autorités rwandaises. Donc je dirais que c'est une question centrafricaine. C'est une question qui relève plus du politique. Sinon, en réalité, la crypto-monnaie se met en marge du système de banque centrale, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie fait peur parce que si elle s'impose, il n'y aura pratiquement plus de monnaie fiduciaire. Les banques centrales n'auront plus lieu d'exister. Donc, certainement, qu'elle devrait trouver des moyens d'adaptation. Moi, je pense. Monsieur Alain Kouadio, il a analysé la situation sous le prisme un peu politique. Ouais. Mais je pense que le fait que la Centrafrique décide de se doter d'une crypto-monnaie, est-ce qu'il n'y a pas une autre explication? Oui, vous savez, la Centrafrique, c'est un pays et il y a une décision comme telle pour être prise. Ça a été mûrement réfléchi et il y a eu forcément, ils ont pesé les pour et les contre. Mais en même temps, cela n'empêche pas de s'accorder sur le fait que parfois, sur l'effet de l'action, la passion l'emporte sur la raison. Et on se retrouve dans une situation ici où c'est plutôt, moi, ça c'est mon analyse personnelle, ça n'engage que moi ce point de vue. La Centrafrique s'est lancée dans une logique qui est beaucoup plus passionnée de mon point de vue. Adopter la crypto-monnaie avec tout ce qu'on vient de dire, c'est pas mauvais en soi. Mais l'adopter de cette façon, de façon aussi radicale, pour moi, c'est très précaire. L'actuel PCA de Ecobank, Alain Nkonchu, disait que la crypto-monnaie, ce n'est pas une monnaie au sens plein du terme, je dis dans le contexte actuel. Mais en plus de cela, il était invité sur Jeune Afrique, il commentait cette actualité. Et autre chose qu'il a fait ressortir, où moi je suis aussi d'accord, c'est que la Centrafrique fait partie des pays africains les plus pauvres, où l'accès à l'électricité, l'accès à l'Internet sont quasiment pratiquement à un niveau très bas. Et donc, quand vous vous engagez dans cette logique-là, il est clair que vous n'êtes pas forcément bien préparé. Donc, les pays qui ont réussi cela, les pays qui avancent beaucoup mieux, vous voyez que ce sont des pays qui, quand même, ont un certain niveau. J'ai pris le cas des États-Unis, l'Inde, j'ai pris aussi le cas de l'Afrique du Sud, le Nigeria, effectivement, le Kenya, ils sont en train d'avancer parce que, quand même, il y a un certain niveau de développement économique. Donc, la Centrafrique, c'est vrai, il est important à un moment donné de prendre des décisions radicales pour pouvoir avancer, mais il ne faut pas aussi laisser la passion l'emporter sur la raison. Dans la réalité des faits, aujourd'hui, nous sommes rentrés peut-être dans le cadre de la géopolitique, géostratégie et surtout de la souveraineté. Parce que les histoires monétaires, ça touche directement à la souveraineté. Effectivement. Aujourd'hui, on a vu clairement les sanctions contre le Mali. On leur a fermé le robinet de la BCEAO et aujourd'hui, ils ont tous les problèmes. Donc, pour un pays, je ne dis pas forcément que la Centrafrique, c'est ce qu'elle voit venir, mais pour un pays qui veut, entre griffes, ne plus être censuré, peut s'orienter vers la blockchain. Mais moi, je pense, à mon humble avis, que au-delà de la Centrafrique, il y a le Salvador qui a été le premier pays à légaliser. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ces pays-là veulent faire vivre d'autres monnaies à part le dollar, l'euro et le yen. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et pourquoi cela? Quel est l'avantage en fait? Parce que là, aujourd'hui, je dirais, toutes les grosses entreprises qui exercent dans le domaine cherchent un pied à terre. Puisque la régulation, aujourd'hui, quand je prends le cas du leader mondial, qui est Binance, Binance est chinois. Mais la Chine a carrément interdit les crypto-monnaies. Donc, ils ont dû déménager. Donc, quand ils vont dans un pays et qu'on interdit, ils vont ailleurs. Donc, aujourd'hui, le Salvador est devenu un Eldorado.
je crois que aussi la Centrafrique va devenir un Eldorado qui va attirer beaucoup d'acteurs à venir investir parce que là, il y a une loi qui les autorise officiellement. Il y a un cadre légal. D'accord. Cher invité, merci beaucoup. Notre émission tire à sa fin. Alors, on va faire un tour de table pour la conclusion. Quels sont les scénarios possibles de la crypto-monnaie sur le continent africain? Merci beaucoup d'abord de nous avoir invités, malgré que le temps est passé très vite. Ici, moi, l'enjeu réel, c'est de laisser la crypto à côté et de voir la technologie. Parce qu'aujourd'hui, cette technologie peut apporter énormément à nos États. En quoi faisant? Aujourd'hui, on parle de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance, c'est le contrôle, c'est la traçabilité de tous les actes qu'on fait. Quand il y a des appels d'offres, comment ces procédures, parce qu'en réalité, ce sont des procédures. Et ces procédures-là, c'est parce qu'il y a vice de procédure qu'il y a la corruption. Mais si on arrive aujourd'hui à trouver un moyen à mettre ces procédures sur la blockchain, je vous assure que ça va énormément diminuer la fraude et la corruption. Alors, en 1 minute, c'est plutôt des recommandations que je vais faire. Très rapidement. Pour les États, je pense que les États doivent créer un cadre de réflexion autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, pour voir dans quelle mesure nous, Africains, nous ne pouvons pas rester en marge, nous pouvons prendre de plein pied cette nouvelle technologie. Pour les institutions de formation, les universités, il est grand temps qu'elles intègrent dans leur, dans leur cursus de formation une filière en blockchain. Pourquoi pas en crypto-monnaie? Pour former les futurs cadres de demain, puisque cette technologie, qu'on le veuille ou pas, va s'imposer à nous. Merci beaucoup, monsieur Alain Kouadio. En 1 minute, votre dernier mot. La crypto-monnaie, il faut y aller. Moi, je vois 2 problématiques qu'il faut résoudre pour entrer de plein pied dans la crypto-monnaie. Il y a d'abord celle de la technologie. Aujourd'hui, la technologie s'impose à nous. Nous sommes dans une génération Y. Et cette technologie-là va de pair avec l'avènement de la crypto-monnaie. Mais la deuxième problématique, que la crypto-monnaie puisse s'imposer, puisse s'incruster véritablement et solidement, c'est une question de politique maintenant. Est-ce que nos États vont accepter de basculer vers la crypto-monnaie? Est-ce que nos États vont accepter que la crypto-monnaie s'engage dans un système où avant c'était les banques centrales qui régulaient? Donc c'est ces 2 problématiques-là qu'il va falloir régler. Une fois qu'elles sont réglées, on peut parler de crypto-monnaie à l'échelle continentale. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'institution de régulation, à partir du moment où les politiques monétaires, vous savez que la politique monétaire ne se décide pas d'un seul État. Quand on prend par exemple la zone CFA. Donc c'est autant de problématiques qu'il faut résoudre, qu'il faut suivre de plus près. Merci beaucoup. Monsieur Émile Bella Kwaku, votre dernier mot, la crypto-monnaie, il faut y aller. Et à quelles conditions? Rapidement. Comprenons que nous sommes dans la révolution et en tant que tel, il faut se donner tous les moyens de pouvoir amorcer cette phase de la révolution. Et la crypto-monnaie constitue un des éléments. Je crois qu'il n'y a pas de raison de pouvoir rester à côté. Et aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait, le travail d'information, d'instruction en quelque sorte, qui est en train d'être fait par les différentes parties prenantes dans ce domaine, et aussi par des institutions comme la Banque africaine de développement qui vont donc encourager les États à pouvoir amorcer donc la crypto-monnaie et notamment à comprendre l'utilité de la technologie blockchain et pouvoir donc s'en approprier. Je crois qu'il y a de bonnes raisons de pouvoir rester positif quant à la suite. Après, les autres éléments, les autres aspects qui entrent en ligne de compte, qui expliquent pourquoi il y a une sorte de réticence, ça va de soi. Le cerveau de l'être humain est conçu de sorte que quand vous n'arrivez pas à percevoir, à bien maîtriser quelque chose, vous avez tendance à diaboliser. À tort ou à raison, et je crois que c'est de ça que nous avons discuté jusqu'ici et peut-être un peu plus tard. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Notre émission est terminée. La crypto-monnaie en Afrique, la monnaie du futur, entre fantasme et réalité. Et vous l'aurez compris, nos spécialistes en crypto-monnaie ici invitent les États, les populations, les entreprises à y aller, mais sans oublier que le risque zéro n'existe pas en ce qui concerne la crypto-monnaie. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.